Bonjour à tous, ici Mister Cult pour une vidéo un peu spéciale. Depuis à peu près une trentaine d'années, les films de super-héros ont pris une grosse importance dans l'industrie cinématographique. Il suffit de voir rien que cette année, en 2018, on a à peu près 6 super-héros qui sont sortis ou qui vont sortir. C'est dire l'importance et presque dire que le film de super-héros est devenu un genre à lui tout seul, même si je suis pas fan de cette expression. Mais en tout cas, le film de super-héros a une grande importance dans le cinéma actuellement. Malgré tout, est-ce qu'on peut dire que le film de super-héros, aussi populaire soit-il, a accouché de chefs-d'œuvre du 7e art? Le débat reste ouvert. En tout cas, pour ce qui est de mon avis, il y a des films qui sont devenus très importants. Et en tant que fan de super-héros, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un petit top des films de super-héros qui m'ont le plus marqué. Alors attention, c'est pas un vlog, je suis pas là pour chaque film faire une description de 5 à 10 minutes en parlant de la mise en scène, non, je suis juste là pour mettre un petit peu un classement de mes films de super-héros que j'adore revoir et qui ont une grande importance pour moi. Et vous verrez qu'il n'y a pas que Marvel et DC Comics dans ce classement. Sachez aussi que pratiquement la majorité des films qui sont dans le classement viennent de l'époque entre les années 90 et fin des années 2000. Voilà, c'est l'époque où il y a eu le plus de films de super-héros qui ont le plus marqué. Et étant né dans les années 90, forcément ce sont ces films-là qui sont restés en mémoire chez moi en tout cas. Vous êtes prêts? C'est parti. En 10e position, Dredd. The sentence is death. Alors Dredd ne vient ni de chez Marvel ni de DC Comics, il vient de chez Eagle Comics, je crois, je connais pas. Moi je vais parler de la deuxième version, celle qui est sortie en 2012, parce qu'il y a déjà eu une première version qui était sortie en 95 avec Sylvester Stallone, qui j'aimais bien regarder quand j'étais plus jeune, mais avec le recul, c'était pas ouf. Et donc il y a eu une deuxième version en 2012 réalisée par Pete Travis, avec dans le rôle titre Karl Urban. C'est un mec qui a souvent été habitué au second rôle qu'on avait pu voir dans Le Seigneur des Anneaux ou encore Les Chroniques de Riddick. Et là il joue Dredd mais d'une façon vraiment sombre. On a l'impression de voir Dredd en comics, surtout par le fait de... Bon moi je connais l'acteur donc je le reconnais un petit peu au niveau visage, mais dans le film il n'enlève à aucun moment son masque. Comme dans le comics. Ils ont voulu garder une certaine fidélité et le film déjà est beaucoup plus violent que la version de 95. En plus, et c'est lamentable, mais le film n'est même pas sorti chez nous en salle. Le film développe fidèlement l'univers du comics. L'histoire raconte, on est dans une mégalopole qui s'appelle Mega City One, en fait qui regroupe New York jusqu'à Washington. Voilà, c'est plus des villes maintenant, ce sont des grosses mégalopoles de plusieurs milliers de kilomètres où règne la famille, la guerre des gangs, et les gens vivent dans des gros bâtiments de plusieurs milliers de mètres et qui peuvent regrouper entre 50 000 et 100 000 personnes. Il se peut même qu'il y ait des personnes qui soient jamais sorties de leur bâtiment de leur vie. Dans ce monde où règne le chaos et la violence, la police a été éradiquée. Maintenant ceux qui gèrent les problèmes sont appelés les juges. Donc ce sont vraiment eux qui représentent la loi, qui peuvent tuer si la personne se rebelle. Et donc on suit le personnage de Dredd accompagné d'une jeune rookie qui doivent aller dans un bâtiment parce qu'il y a des gangs qui commencent à se mettre sur la gueule et il doit régler le problème. Le film est excellent, je vous conseille fortement d'aller le voir. En plus c'est dommage parce que le film est sorti en tout cas aux États-Unis en 3D et la 3D, pour le peu que j'ai vu à peu près dans les bonus, que la 3D était vraiment travaillée. Les gangs en fait font du trafic de drogue qui s'appelle le slow-mo et en fait quand tu ingères ce truc, t'as l'impression que tout est au ralenti et ils ont vraiment travaillé la profondeur sur cet aspect là et j'aurais vraiment voulu voir ce film là en 3D, c'est dommage. On va d'avoir un Blu-ray 3D mais j'ai pas le matos. Alors par contre j'ai eu la curiosité un petit peu de lire les comics Dredd, c'est très con. Oh, ils sont partis dans des délires avec des univers parallèles ou des fins du monde avec des zombies, ils sont partis loin. Heureusement que les films ne sont pas fidèles à 100% sur les comics parce que ça serait parti en couille. En tout cas, Dredd est une bonne surprise. Et si vous aimez les bons films d'action assez violents quand même, c'est pas pour les plus jeunes comparé à la version de Stallone qui est beaucoup plus lisse, ben, je vous conseille Dredd, vous allez prendre votre pire. En 9e position, Kick-Ass. Who are you? I'm Kick-Ass.
C'est un film sorti en 2010, c'est réalisé par Matthew Vaughn qui a confirmé après avec X-Men le commencement, l'un des meilleurs opus de la saga, et avec Kingsman. Kingsman, vous voyez là. Et donc en 2010 sortait Kick-Ass qui est adapté d'un comics Marvel si je me souviens bien, mais qui a aucun rapport avec tout ce qui est Spider-Man, Avengers et tout ça, c'est vraiment un comics à part. Donc on suit un jeune qui rêve de devenir super-héros mais qui a pas de pouvoir. Et un jour il se dit, ah vas-y, Osef, je vais m'acheter un costume, je vais me prendre une arme et je vais aller patrouiller dans les rues. Et à partir de ce moment-là, ça va motiver les gens à devenir aussi des super-héros. Malgré tout, le fait qu'ils aient pas de pouvoir ni d'armes surpuissantes, et ben quand t'as forcément des gangsters qui débarquent, ben tu vois vite la réalité et tu peux te faire buter à n'importe quel moment. Ils se rendent compte que la différence entre les comics, les super-héros en collant qui sont invulnérables, et toi le jeune gringalet collégien qui a acheté son costume sur Amazon, qui sait pas forcément se battre, et être super-héros, ben c'est pouvoir gérer de gros problèmes, ce dont tu n'es pas capable. Il va avoir une remise en question sur ce qu'est être un héros. Le film est fun à regarder. Le fait de voir la jeune Hit Girl qui est coachée par son père, qui est joué par Nicolas Cage, qui est génial, qui a une gosse de 12 ans, qui a pas peur de manier des katanas, des guns et d'exploser des têtes. Il y a un côté très critique de la violence qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et dans l'ensemble, bah, je prends mon pied à regarder ce film. Il y a l'humour, il y a une violence assez graphique et moi ça me parle. Allez voir, je ne vais pas développer davantage parce que beaucoup de gens connaissent ce film et la majorité des films qui sont dans mon classement, vous les connaissez aussi. Wow. En 8ème position, Avengers. Bah oui, je suis obligé de le mettre quand même. Je veux dire, même si en ce moment, là, ce que fait le MCU me saoule, Avengers, c'était quand même la classe, quoi. Je veux dire, on avait eu la phase 1 avec Iron Man, Captain America, Thor, l'incroyable Hulk, tous ces super-héros pour que d'un coup ils soient réunis dans un seul film. Et tu prends ton pied en regardant ça. Tout ça chapeauté par Joss Whedon, le mec qui a créé Buffy. Et il débarque avec ce film qu'on attendait tous depuis des années. Je veux dire, le MCU a commencé en 2008 avec Iron Man. On a attendu 4 ans pour qu'ils mettent bien en place ce film-là. Et forcément, ben, tu ressors, t'as pris ton pied. Je me suis éclaté devant ce film. Et c'est pas juste de l'action débile. Il y a quand même presque... Le film dure 2h20, 2h30 à peu près, et on a pratiquement 1 heure où on voit les personnages qui n'arrivent pas à s'entendre, qui veulent trouver une cohésion pour pouvoir travailler en équipe, et t'as pratiquement la deuxième partie où t'as une grosse baston en plein New York. Et c'est génial de voir comment Joss Whedon arrive à mettre en valeur chaque personnage malgré leur nombre. C'est dingue. Donc Avengers, meilleur film du MCU. En 7ème position, Darkman. Darkman. Alors Darkman, c'est le seul film du classement qui ne vient pas d'un comics. Voilà, c'est une création totalement originale. Donc le film est réalisé par Sam Raimi, donc que beaucoup de gens connaissent parce qu'il a fait la trilogie Evil Dead et la trilogie Spider-Man. D'ailleurs Spider-Man, on en parlera plus tard. Le mec il spoil son classement, tu sais. Alors en fait l'histoire, on suit Peyton Wesley qui est un scientifique qui est marié avec une Julie qui est avocate. Et un jour sa femme découvre des documents importants qui peuvent discréditer une personne influente et il envoie des gros bras pour... exploser le laboratoire de son mari. Donc son mari se fait tabasser à mort, il se prend des produits chimiques dans la gueule et ils explosent le bâtiment. Et donc on se dit bon bah le mec est mort. Sauf que non, il se réveille mais complètement défiguré, totalement brûlé, mais bizarrement le fait qu'il ait reçu des produits chimiques peut-être, en tout cas lui ont donné une super force et une super résistance. En fait il sent plus ses nerfs, ce qui fait que bah, il sent plus la douleur. Tout simplement. Donc du coup bah, il va décider de se venger et éventuellement comme il est généticien il essaie de créer une peau synthétique pour retrouver la forme qu'il avait avant pour pouvoir éventuellement retrouver sa femme. 12 ans avant Spider-Man, on retrouve déjà les gimmicks qu'on verra dans la trilogie de l'homme araignée, ce côté très comics. En fait ce que j'aime bien c'est que tu as l'impression que chaque plan est une case de BD. Sam Raimi fait beaucoup d'inserts sur tel et tel objet ou telle partie du corps. Et en fait, des fois, tu retrouvais déjà ça aussi dans Evil Dead où à un moment, il filme une partie, d'un coup, il filme le méchant, d'un coup, il filme le flingue, tac, tac, ça va super vite. Il y a ce côté très
Ouais, très comique qu'on retrouve dans ce film-là. Et c'est génial. En plus, le personnage principal est joué par Liam Neeson, qui n'était pas encore la star qu'il est devenu après avec la liste de Schindler. Et le film a eu 2 autres suites qui sont pas terribles. Vous pouvez les regarder si vous aimez Darkman, mais c'est assez dispensable. Par contre, ce qui est intéressant, ça peut être vu pour une curiosité, parce que l'acteur qui joue Darkman dans les 2 autres suites est Arnold Vosloo. Alors ce nom comme ça vous dit rien, mais si vous vous souvenez de la trilogie sur la momie dans les années 90-2000, ben Arnold Vosloo c'était l'acteur qui jouait la momie Imhotep, donc le méchant de la saga. Là donc il joue Darkman dans les 2 autres suites, donc petite anecdote. Donc Darkman est un bon film, donc déjà si vous aimez la filmographie de Sam Raimi, bah, plongez-vous-y. Je pense que vous allez prendre vos pieds et vous allez retrouver les gimmicks de son cinéma. Et si vous aimez les films un petit peu de super-héros, un peu sombre et original dans son traitement, et ben allez voir Darkman, je pense que vous allez apprécier. En 6ème position, Blade. Blade. Alors Blade, c'est tiré d'un personnage Marvel. Moi j'avais découvert dans la série d'animation de Spider-Man dans les années 90. C'est un perso secondaire que tu voyais à certains épisodes. Et donc en 98 il décide d'en faire un film avec Wesley Snipes dans le rôle titre. Un rôle taillé totalement pour lui, hein, au niveau de la classe, la prestance, le physique. Et je voyais personne d'autre pour jouer Blade en tout cas. C'est le premier épisode d'une trilogie et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le 2 est le meilleur. Ce dont je comprends très bien, j'aime beaucoup le 2e. Il est fait par Guillermo del Toro, qui est un réalisateur que j'apprécie énormément. Hein. Je veux dire, cette année, j'ai encore kiffé la forme de l'eau. Le premier a été réalisé par Stephen Norrington, qui a eu une carrière, en fait, qui a plus de carrière, en fait. Et il avait fait un film, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et tu le vois plus. Mais ce qui fait que je préfère le premier au 2e, c'est sa scène d'ouverture. Tu vois un mec avec une femme vampire, mais lui il le sait pas, qui l'emmène dans un endroit un peu spécial, une sorte de discothèque pour vampires. Il y a toute cette ambiance un peu malsaine, tu sens que le mec il est pas à sa place. Et d'un coup il y a des sortes de remedies qui s'enclenchent et t'as du sang qui sort, il y a une pluie de sang où il y a un travail visuel qui est vraiment cool, la musique techno très années 90 qui moi est restée en tête, et d'un coup tu vois Blade qui débarque, qui commence à se fighter contre les vampires, c'est super bien rythmé, les combats sont parfaitement maîtrisés et bien chorégraphiés. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'aime ce film. Le méchant Deacon Frost, interprété par Steven Dorff, est un méchant aussi plutôt intéressant, où tu vois même que les vampires n'arrivent pas à s'entendre, et qu'il y a quand même une sorte de traité entre les humains et les vampires qui doit être respecté. Et lui il est là, non, on a rien à foutre des humains, les humains c'est notre bétail, c'est notre bouffe, on doit pas signer de traité avec eux, c'est eux qui doivent nous vénérer. Voilà, donc Blade est un personnage vraiment qui pète la classe à chaque fois que tu le vois. Les 3 films en tout cas réussissent toujours à mettre en valeur le personnage dans les scènes d'action. Sur ça il y a pas grand chose à dire, c'est vraiment bien fait pour mettre en valeur le charisme de Wesley Snipes. Et ce qu'on oublie aussi souvent avec Blade, c'est qu'on dit souvent que c'est le film X-Men réalisé par Bryan Singer qui a un petit peu lancé la vague du film de super-héros. Sauf que non, Blade est sorti 2 ans auparavant, donc on lui doit beaucoup à ce film. I got 2 new hands, Blade. I don't know which one to use to kill you with. En 5ème position, Hellboy. J'avais parlé de Guillermo del Toro. Ben, voilà. Hellboy est sorti en 2004 et vient de Dark Horse. Je crois que c'est la 3e maison d'édition de comics la plus importante après Marvel et DC, qui laisse que des miettes aux autres. C'est réalisé par Guillermo del Toro, qui a su retranscrire parfaitement le comics, parce que Guillermo del Toro a toujours eu un univers un peu fantasy avec des créatures un peu bizarroïdes. C'était le mec taillé pour réaliser Hellboy. Déjà Hellboy est un démon qui vient de l'enfer et qui détruit des créatures semblables à lui. Et on retrouve toute sa gimmick dans ce film là, et sa suite d'ailleurs, suite qui est tout aussi réussie. Ce qui me fait bader surtout, c'est que quand tu vois ce qu'il te fait en ce moment entre Pacific Rim, La Forme de l'eau, qui lui a donné l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, les studios réussissent quand même à lui casser les couilles pour qu'il ne réussisse pas à réaliser un Hellboy 3. Alors que ça fait 10 ans que les fans attendent ça. Oui, il n'y aura pas de projet sur Hellboy parce que voilà, les films ne marchent pas assez, donc les projets de Hellboy sont en stand-by. 2 semaines plus tard, on annonce un reboot de Hellboy.
foutage de gueule intégral. J'en ai rien à foutre que le film soit réalisé par Neil Marshall qui a fait Dog Soldier et The Descent, ou que l'acteur principal soit le shérif qui joue dans Stranger Things. J'adore Guillermo del Toro, j'adore Ron Perlman. Ça fait des années qu'ils doivent faire un 3e volet, donc j'en ai rien à foutre de ce reboot d'ailleurs que personne n'attend. Point. Thank you. My job. 4e position, Batman. Tim Burton a parfaitement su retranscrire l'univers glauque et sombre de Batman avec un Gotham City vraiment gothique qu'on retrouve dans le comics. Jack Nicholson juste parfait en Joker. Il y a des gens qui vont forcément parler de ouais, Jack Nicholson, Heath Ledger, c'est lequel le meilleur Joker? Les deux sont excellents. Disons que Jack Nicholson est plus proche du comics, en tout cas les premiers comics, et Heath Ledger me fait plus penser aux comics récents des années 80-90, beaucoup plus sombres. Par exemple, le The Dark Knight Returns de Frank Miller me fait plus penser à ce Joker là. Le Batman de Tim Burton, quand j'étais jeune, j'adorais le regarder, je l'ai regardé une dizaine, vingtaine de fois. En plus, il y avait aussi à peu près la même période, il y avait le dessin animé de 92 qui a marqué beaucoup de monde, qui peut-être la meilleure série d'animation de tous les temps. J'adore l'action, j'adore l'ambiance, j'adore la musique de Danny Elfman, pour moi, et la quintessence de ce qu'allait devenir le film de super-héros moderne. Je pense que si vous aimez les films de super-héros, Batman est à voir au moins une fois dans sa vie. Black and white, red and green. The funkiest thing you ever seen. Ça y est, on entre dans le top 3. Si vous n'avez pas vu ces 3 films, bah honte sur vous. En 3e position, Spider-Man. Bah ouais, forcément. Batman, c'est mon super-héros préféré de DC Comics, mais Marvel, ben Spider-Man. J'ai grandi avec ce personnage. Je parlais du dessin animé Batman, mais il y avait aussi le dessin animé Spider-Man que quand j'étais petit, mais c'est vrai que le mercredi quand j'avais pas école, mais je me levais direct pour aller voir les épisodes. Donc quand en 2002 t'apprends que Sam Raimi, qui a fait Darkman, va réaliser Spider-Man, mais forcément moi j'étais là, oh, ça y est, mon super-héros préféré, ça y est, enfin au cinéma. Et forcément quand tu sors de la salle, forcément j'ai surkiffé. Je sortais, je disais oui, j'en étais à ce point. Tobey Maguire est juste excellent. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec son jeu, mais moi personnellement, il est ce qu'il représente de mieux, en tout cas dans les acteurs qui ont interprété le perso. Parce que Andrew Garfield ça passe, mais le Spider-Man Homecoming, là, le Tom Holland au charisme moins 4000, non merci. Sam Raimi, comme déjà dans Darkman, a vraiment su retranscrire le comics, l'essence de Spider-Man dans le film. Que ce soit même dans le premier, le 2 et même le 3e qui a déçu beaucoup de monde. Moi je l'aime bien le 3e, mais je peux comprendre les défauts qu'il y a, mais en tout cas le premier restera pour moi le meilleur des 3. Et aussi un truc qui m'a énervé avec par exemple Spider-Man Homecoming, c'est que beaucoup de gens vénèrent Spider-Man Homecoming, ce dont je ne comprends pas, sur le méchant qui est le vautour, qui a une sorte de costume assez robotisé, plein d'armes, que les gens vénèrent. Et par contre, se mettent à critiquer le bouffon vert, qui a à peu près le même type de tenue, à part le visage qui a vraiment la tête de bouffon. Là il dit c'est de la merde, alors que le personnage du vautour c'est vraiment presque un copier-coller du bouffon vert du Sam Raimi. Mauvaise foi intégrale quoi. J'adore Willem Dafoe, je trouve que c'est un excellent bouffon vert, il joue parfaitement bien le personnage un peu taré, sans trop aller dans la caricature du Joker. Non, il y a ce côté fou, mais la double un petit peu personnalité entre Norman Osborn et son intérieur, le bouffon vert. En tout cas, pour ce qui est de Spider-Man, c'était forcément une énorme claque. Et c'était encore l'époque où, quand t'avais un film de super-héros qui sortait, c'était un événement. Voilà, maintenant, comme j'avais dit, on a à peu près 5-6 films de super-héros qui sortent, les gens vont les voir, mais il y a ce côté un peu événementiel qui s'est perdu. Comme j'ai dit, t'avais X-Men en 2000, t'avais Spider-Man en 2002, bon t'avais Daredevil et tout ça, mais ouais t'avais encore ce côté genre nouveauté. Voilà, c'était vraiment un genre de super-héros qui était en plein essor et forcément t'avais des étoiles plein les yeux quand t'allais voir ces films de super-héros qui ont bercé ton enfance. Maintenant bon aussi forcément t'as grandi et t'as moins d'attentes. C'est pour ça que je trouve les films de super-héros actuels sont un peu bâclés. La magie n'opère plus. Ou en tout cas, moins.
En deuxième position, Watchmen. Alors je crois que c'est sûrement l'un des films qui va diviser à mort parce que c'est un film qui n'a pas eu un gros succès et en plus c'est tiré d'une œuvre de Alan Moore. Bon, de toute façon pour Alan Moore, que le film soit bon ou mauvais, pour lui c'est toujours de la merde. Il est toujours comme ça, lui il déteste toutes les œuvres, tu vois. Déjà ce qui fait que le film divise, c'est que il est réalisé par Zack Snyder, qui ne fait pas l'unanimité, qui ne fera jamais l'unanimité d'ailleurs, qui avait déjà réalisé 300 et l'Armée des Morts, puis par la suite Man of Steel et Batman vs Superman. Et Justice League. Et le truc c'est que le film Watchmen est sûrement ce qui se fait de plus fidèle. J'ai vu le film et j'ai le comics. Tu compares, c'est exactement la même chose, case par case. À quelques détails près, c'est vraiment un copier-coller. Alors on peut critiquer le fait que voilà, c'est trop fidèle au roman, mais quand c'est pas assez fidèle, vous gueulez aussi. Donc maintenant le fait est que Watchmen est une œuvre où le contexte politique est vraiment très présent, puisqu'on parle d'une œuvre où tu as des super-héros qui sont devenus rejetés par la société et en même temps tu as la Russie qui prépare une troisième guerre mondiale avec les États-Unis et on suit des personnages qui certains sont mentalement instables, genre par exemple Rorschach qui est le personnage le plus intéressant du film, et malgré leur délire, tous ces personnages vont découvrir une sorte de grosse machination qui peut mettre en péril le monde entier en fait. Parce que les Russes sont prêts à envoyer des milliers de bombes sur les États-Unis, sauf que les États-Unis ils ont peut-être moins de bombes, mais bon, ils ont le super-héros le plus puissant de tous les temps qui s'appelle Dr Manhattan. En un claquement de doigts, il peut détruire une ville s'il veut. Et donc avec tous ces conflits, le contexte politique trop important, t'es obligé de respecter l'œuvre à fond. Je suis un fan de Zack Snyder, donc forcément il y a toute l'esthétique qui marche sur moi. La musique, Zack Snyder a toujours su trouver les bons thèmes pour mettre en valeur les combats. Zack Snyder c'est un réalisateur du visuel, donc forcément il y a des plans qui te marquent. C'est pour ça que Watchmen est deuxième de mon classement et que c'est une œuvre importante. Et mon film de super-héros préféré de tous les temps est... Howard the Duck. Non, je déconne. The Dark Knight. Mais je vous conseille d'aller voir Howard the Duck, c'est un film fun à regarder et c'est la première adaptation de la comics Marvel sortie au cinéma. Pour ce qui est de The Dark Knight, Christopher Nolan, dont je suis pas forcément le plus grand fan, en tout cas pas tous ses films, a su parfaitement retranscrire le côté sombre de Batman, sans forcément faire un petit peu de genre de Tim Burton avec une ville gothique. Non, non, ils ont tourné le film à Chicago, ville, les décors urbains actuels. Il n'y a pas de bâtiments gothiques avec des gargouilles, des trucs comme ça, genre très Gotham City. Non, non, c'est vraiment une ville actuelle qu'il a retranscrit, avec le côté sombre, les gangsters, le taux de criminalité très important. Christopher Nolan a réussi à retranscrire un univers réaliste dans un film de super-héros. Et ça marche parfaitement. On a un Christian Bale marqué, où voilà, on sent que le personnage, dès qu'il se prend les coups, on voit les marques. Genre, par exemple, il y a une scène d'ouverture au début où il essaie de capturer un méchant, et à un moment, quand il est avec Alfred, il lui enlève son costume, et en fait, on voit sur le dos toutes les marques de cicatrices. Donc, on sent un super-héros qui, malgré son armement, sa tenue super protectrice, qui peut être marqué par les blessures. Et sans oublier bien sûr ce qui fait la force du film, c'est son méchant, le regretté Heath Ledger qui a interprété le personnage du Joker. Nolan n'a pas voulu faire un petit peu dans le fanservice ou raconter les origines. Voilà, quand tu vois le Joker, quand il est tout le temps là à te raconter comment il s'est fait ses cicatrices, parce que voilà, c'est pas vraiment, il est pas tombé dans l'acide, lui, comparé dans le comics, qui lui a donné sa peau blanchâtre. En fait, c'est du maquillage, mais en fait, on peut voir sur sa bouche qu'il a des cicatrices, et en fait, dès qu'il y a une autre personne, il est tout le temps là à lui raconter, oh, tu sais comment je me suis fait ces cicatrices, et à chaque fois, il change d'histoire. On ne sait rien de ses origines, on sait pas d'où il vient. Il a envie de détruire parce que ça le fait kiffer. Et c'est ce qui fait un super méchant. Tout simplement un mec qui prend juste plaisir à tout détruire.
tout simplement. C'est en total opposé sur ce qu'est l'archétype du méchant de base. Alors moi, t'as Batman qui discute avec Alfred et lui dit les mauvaises personnes ne sont pas compliquées, il faut juste savoir ce qu'ils veulent. Sauf que le Joker, ben, il veut pas d'argent, il veut pas de grosses villas ou de trucs, non. Il a juste envie de tout détruire parce que ça le fait kiffer. Ce que j'aime bien aussi avec le personnage de Batman, c'est que Nolan ne l'a pas traité comme un super-héros qui dès qu'il y a un méchant qui débarque, vas-y je sauve le monde. Il est plus décrit comme un symbole qui est là pour faire passer un message d'espoir dans la ville de Gotham City, pour montrer que non, Gotham City, il n'y a pas que des pourris. Il peut y avoir aussi de bonnes personnes qui, si on leur laisse faire ce qu'il faut, peuvent reconstruire en tout cas la ville de la meilleure des façons. Et c'est ce qui fait que The Dark Knight est mon film de super-héros préféré de tous les temps. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre classement de vos 10 films de super-héros préférés, pour voir à peu près si on est à peu près pareil niveau film. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao!